Philippe Lorange qui est avec nous, étudiant à la maîtrise en sociologie. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, tu nous jases d'une crise diplomatique en Suède. Oui, ben c'est entre la Suède et le monde musulman parce que plusieurs pays, par exemple comme l'Arabie saoudite et l'Irak, sont mécontents d'un Coran brûlé devant le Parlement de Stockholm en Suède. Et c'est la troisième fois en un mois qu'il y a un Coran qui est brûlé et piétiné. Et c'est seulement le fait de deux hommes, en fait, qui sont des réfugiés irakiens. Donc, le premier qui est en cause, c'est Salwan Momika, 37 ans, réfugié irakien qui se dit athée d'origine chrétienne araméenne et qui est en Suède depuis 2018. Et ben là, c'est ça, c'est un homme qui s'en va devant le Parlement de Stockholm et il est seul avec son ami, tout simplement, qui s'appelle Salwan Najem. Et ben, les deux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent quelques pages du Coran qu'ils considèrent violents, que selon eux, ça n'a pas sa place. Et donc, à chaque fois, il y a des contre-manifestants qui sont très mécontents de leur présence et de ce qu'ils font. Et dans le monde musulman, il y a beaucoup d'Irakiens, notamment, qui font beaucoup de grabuges, qui font toutes sortes de manifestations contre la Suède et même le Danemark, qui connaît un peu des situations similaires. Donc, par exemple, on sait qu'en Irak, l'ambassadrice suédoise a été expulsée d'Irak et d'Iran, puis même l'ambassade a été brûlée. Donc, il y a tout un conflit entre justement le monde musulman qui est vraiment mécontent de voir son livre sacré être profané de cette façon-là, et la Suède le Parlement de Suède condamne l'acte en disant que c'est un acte islamophobe. Mais ils disent que les manifestants ont quand même le droit de s'exprimer. C'est un acte islamophobe? C'est selon ça leur, eux. Non, c'est parce que je suis en train de réfléchir en même temps à bon, tu sais, j'essayais de voir, de faire un parallèle peut-être avec la Bible, où je me dis, bon, est-ce que... Ouais, mais après, c'est une question de croyance. C'est la valeur que tu apportes à ça. Mais écoute, j'imagine que le gouvernement, des fois, tu n'as pas de bien choix de te positionner sur dans ce genre de contexte. Oui, mais là, le problème, c'est ils peuvent pas les enlever de là, les deux gars, puis... Ben, c'est-à-dire que la Suède est un pays officiellement démocratique et libéral, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. d'aller brûler des Corans si... Oui, c'est ça, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis ils défendent leurs droits constitutionnels, mais en même temps, ils disent, regardez, nous, on est contre ça, puis là, c'est parce que les Suédois ont peur pour la sécurité du pays, parce que, veulent pas, ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, de gens de confession musulmane, qui peuvent faire des émeutes comme on l'a vu en France et dans d'autres pays. Donc, il y a un problème de sécurité nationale, de telle sorte que hier, on apprenait que la Suède va renforcer ses frontières intérieures pour éviter qu'il n'y ait pas n'importe qui entre pour faire des attaques. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un gros problème. Puis c'est pas... Oui. Qui entre faire des attaques en lien avec, oui, c'est ça. Oui. Avec les Corans brûlés. Là. Oui, bien, rappelons-nous que... Pour comme réprimander la population suédoise. Oui. Ben, si on veut, ben, c'est ça. Ben, là, ils ont peur, le gouvernement de Suède, parce que il y a eu déjà des cas par le passé, par exemple, dans les années 2000. Rappelons-nous l'affaire Salman Rushdie, même ça, c'est avant les années 2000, qui avait publié les versets sataniques et qui s'en prenait justement à l'islam. Et il y avait eu des manifestations partout dans le monde, notamment à New York, de leaders islamistes qui disaient « Vous n'avez pas le droit d'attaquer l'islam, ça ne se fait pas, puis on va vous tuer. » Puis encore aujourd'hui, il est toujours sous protection, il était menace de mort, puis il a été attaqué il y a 1 an, rappelons-nous. Donc, on voit que des leaders islamistes qui sont vraiment très ambitieux pourraient vraiment faire valoir leur point de vue puis censurer carrément. Parce que, rappelons-nous, il y a quelques années, il y avait un livre que j'ai trouvé intéressant d'un géopolitologue français, Alexandre Delval. Il avait intitulé son livre « La stratégie de l'intimidation ». Puis lui, il a analysé tous les regroupements islamistes un peu partout dans le monde. Puis il disait justement, leur stratégie, c'est de faire en sorte qu'on va faire reculer la liberté d'expression en Occident pour que les gens aient trop peur de s'exprimer sur l'islam, sur les groupes islamistes. Puis on le voit notamment, on a connu l'attaque sur Charlie Hebdo, au Bataclan. Donc ça, c'est toutes des stratégies d'intimidation. On l'a vu également, dans ces mêmes pays-là, il y a eu les caricatures danoises en 2004. Donc rappelons-nous, ces caricatures-là ont causé la mort de l'homme qui était à l'origine des caricatures. À Berlin, il y avait eu un opéra en 2006 qui avait été censuré. Donc il y a toute une stratégie de l'intimidation qui est mise en place par les islamistes. Et je parle pas des musulmans. Évidemment, il y a plein de musulmans qui sont des gens modérés et qui cautionnent pas ça en une seconde. Mais il y a des leaders islamistes qui sont très ambitieux puis qui sont bien organisés pour intimider des pays comme la Suède, le Danemark. Faire des représailles, c'est ça, des représailles d'intimidation pour éviter toute critique à leur religion. Exactement, mais alors que nous, notre tradition
nos traditions de philosophique politique, c'est de dire n'importe qui a le droit de critiquer n'importe quoi. On a le droit même de brûler une Bible, n'importe quel texte religieux, même si on ne cautionne pas forcément ces façons de faire-là, mais on devrait toujours avoir le droit de s'exprimer. Sauf que là, peut-être qu'il va y avoir un recul de la liberté d'expression au nom de la sécurité intérieure, de la sécurité nationale. Hey, on jase. Mettons, là, tu t'en vas brûler une Bible là, dans la rue. Là. Tu penses pas? Mais moi, je suis convaincue que ça va faire réagir des gens. Je te conseille vraiment pas de faire ça parce que je veux pas qu'on parle. Moi, ça me fascine toujours de voir que des religions, tu sais, depuis la nuit des temps, c'est derrière des guerres, justement, tu sais, puis on est encore là-dedans, là, c'est... En effet, mais là, je pense qu'il y a vraiment un problème particulier à l'islamisme. Parce que si, mettons, comme tu dis, on brûlait une Bible... Il y aurait quelques chrétiens radicaux qui se plaindraient, mais je pense pas que les pays chrétiens se révolteraient. Ben, on peut aller devant le studio, puis on va mettre une Torah, un Coran, puis une Bible, puis on les brûle les trois, puis on attend de voir qu'est-ce qui réagit. Ce n'est pas une bonne proposition, je ne veux pas faire ça. En effet, mais je pense pas que, par exemple, si on faisait ça, je sais pas moi, les ambassadeurs canadiens vont être expulsés de Pologne, puis de Hongrie, puis de Géorgie. Je pense pas que c'est ça qui va arriver, là, quand même. Donc, on voit que c'est vraiment des regroupements islamistes radicaux qui, vraiment, mobilisent une population, puis veulent intimider les pays occidentaux. Donc là, c'est ça qui se passe, puis peut-être que les choses vont s'empirer dans les prochaines semaines, parce que si ce réfugié irakien-là, il a toujours le droit de faire ce qu'il veut, puis il veut continuer de le faire. Écoute, tu nous suis ça attentivement. Non, mais c'est vrai, moi, je veux un suivi là-dessus pour voir comment ça va. Écoute, c'est quasiment du roman policier, là, quand Absolument. Puis il faut savoir, d'ailleurs, que là, l'Arabie saoudite et l'Irak appellent à une réunion spéciale des pays musulmans à l'intérieur de l'Organisation de coopération islamique, qui est un peu l'ONU des musulmans. Mais quand on regarde les chartes et les documents de l'OCI, Organisation de coopération islamique, c'est un regroupement islamiste. Parce que quand on regarde vraiment les documents, on est dans une logique vraiment rigoriste, radicale. Et souvent, les regroupements comme celle-là, mais aussi la Ligue islamique mondiale et d'autres, on est dans une logique de conquête de l'Occident. C'est vraiment quand on regarde les textes, les différentes personnes qui prononcent des discours, l'idée, c'est vraiment, on veut carrément envahir l'Occident. C'est même pas moi qui le dis, là. C'est vraiment quand on analyse leurs textes, c'est ça le but. Après, je dis pas qu'ils vont réussir, là, mais on voit que ces genres de stratégies d'intimidation-là participent à l'idée de départ. OK. Puis je voulais revenir aussi sur l'immigration. Je sais que c'est un dossier qui te stimule. Je veux dire comme ça sur la question des seuils, qui t'interpelle. Voilà, c'est le verbe que je cherchais. Sur la question des seuils d'immigration. Tu sais, je veux dire, c'est toujours là, est-ce qu'on les hausse, est-ce qu'on les baisse, est-ce qu'on a besoin de plus, est-ce qu'on a besoin de moins. Tu m'as partagé à plusieurs reprises ta position qui est plutôt que c'est fallacieux de dire que c'est notre sauf que l'immigration, la hausse de l'immigration et l'arrivée d'immigrants, c'est ce qui va nous sauver finalement. Et là, le Globe and Mail se positionne aussi pour revoir l'immigration à la baisse. Ben oui, mais là, ça fait déjà plusieurs semaines et plusieurs mois que déjà des banques torontoises qui disent regardez, ça marche pas parce qu'il y a des problèmes financiers sur le logement notamment. La crise du logement est carrément reliée à ça. Il n'y a pas juste ce facteur-là, mais ça joue quand même pas mal parce que là, on fait venir beaucoup de gens rapidement, puis on construit pas aussi rapidement. Là. On réussit pas. Tu sais, en 1 an, on a accueilli 1 million de personnes dans le Canada tout entier. Est-ce qu'on a construit 1 million de places? Pas nécessairement, je pense pas. Puis, tu sais, déjà, à Montréal, on voit qu'il y a plein de chantiers partout. Il y a déjà plein de choses brisées partout. Il faut tout le temps tout rénover. Est-ce qu'on a les travailleurs pour construire plein de logements? Est-ce qu'on a l'espace? Est-ce qu'on a les moyens, tout ça? Donc, là, les banques torontoises disent que ça fonctionne pas. Puis là, le Globe and Mail, qui est pas connu pour être de droite ou sceptique à l'immigration. Non, absolument mais là, pas. Il y a un texte de Tony Keller qui nous dit, regardez, là, il y a un lien entre l'immigration qu'on reçoit et la crise du logement. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et donc, c'est pas le seul à le dire non plus. Puis il dit, regardez, là, ce qu'il faudrait faire, c'est mieux cibler l'immigration pour en faire en sorte que elle corresponde mieux à nos besoins économiques. Parce que là, on accueille beaucoup de gens de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de parcours. Puis là, ça fonctionne pas forcément en raison de l'économie puis des offres de logement qu'on a. Donc là, on voit le Globe and Mail en parle, puis il y a pas longtemps encore, le National Post en parlait. Donc c'est pas juste les Québécois qui se plaignent, là. Les Canadiens anglais commencent à comprendre que c'est pas juste une question d'intégration culturelle, mais aussi d'intégration économique. Sur le plan économique, logistiquement, ça ne fonctionne plus de recevoir autant de gens aussi rapidement. Mais tu sais, rappelle-toi, Philippe, que dans une de nos premières chroniques qu'on a fait ensemble, je te disais
que, moi, tout le débat des seuils, là, j'ai toujours trouvé ça farfelu, là. 50 000, 60 000, 70 000, qui dit mieux? Il faut qu'il y ait un chiffre à un moment donné aussi. Hein. Ben non, oui, il faut qu'il y ait un chiffre, mais tu sais, il faut que ton chiffre, il repose un peu sur quelque chose aussi, là. Puis je veux dire, mettons, dans les dernières années, puis particulièrement dans la campagne électorale à l'automne, c'était une surenchère. Puis le seul argument qui était porté par les différents partis, c'était la question de la pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 4 ans. Pénurie de main-d'œuvre, il faut des immigrants. Pénurie de main-d'œuvre, il faut hausser les seuils de l'immigration. On ne sait pas de combien, on ne sait pas jusqu'où, on ne sait pas comment on va les intégrer. Il faut la hausser. Puis tu sais, ce que je te disais, j'avais l'impression, puis je pense que ça se confirme, je me disais, là, avec la crise du logement qui est en train de politiquement prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, mais là, le discours s'inverse en disant, mais il n'est pas plus intelligent le discours en ce sens qui est basé sur on ne sait pas trop quel chiffre non plus. Tu sais, j'ai toujours l'impression que c'est un peu du feeling de là, c'est une crise du logement. Donc là, regarde bien ça, les partis d'opposition, puis le gouvernement, puis les partis au Québec là, qui vont tous changer leur fusil d'épaule en disant, finalement, à cause de la crise du logement, il faut s'assurer, puis la pression sur les services publics, va falloir restreindre, revoir nos seuils, soit sur le... D'après moi, tout le monde va se rallier sur la question des seuils, d'un statu quo, là. Mais je trouve ça quand même intéressant et farfelu à la fois de dire que parce que tu as un dossier politique, social, qui prend de la place, tu changes ton fusil d'épaule, mais toujours basé sur pas grand-chose. Ça dépend des partis quand même. Je pense qu'il y en a qui... Parle-moi du Parti québécois, c'est ça? Non, mais pour de vrai, je crois vraiment que quand on regarde Québec solidaire, il y a toujours justement dans la surenchère, la surinflation, il faut toujours en avoir plus. Si on pouvait en accueillir 500 000 par année, ce serait parfait. Donc là, c'est ça, Québec solidaire, pour moi, c'est un parti qui est très démagogique. Mais c'est très politique. C'est une question d'électorat aussi. Oui, c'est ça, mais Québec solidaire, c'est les universitaires et les bobos montréalais. Donc c'est sûr que ces gens-là, ils aiment l'immigration, ils aiment la diversité, le cosmopolitisme. Donc il faut toujours en vouloir plus, mais sans jamais regarder les conséquences concrètes. C'est ça, c'est des gens qui vivent au pays des licornes. Ils veulent toujours plus, puis on peut accueillir tout le monde sur Terre. Tandis que, là, les libéraux... Quel résumé plein de nuances. Ah oui, en effet, oui, quand même. Mais donc, puis les libéraux veulent comme un peu jouer à la carte... nous, on est pour la diversité, cosmopolitisme, puis ils veulent garder le comté montréalais. Parce que les libéraux sont à 4% chez les Franco, fait que là, c'est un peu fini de ce côté-là. Donc, on garde le fief allophone, anglophone. Donc, ça, on garde ça. Puis là, les anglophones, allophones, ils veulent toujours garder plus d'immigration. Puis c'est normal, ils veulent revoir leur famille, ils veulent réunir leur famille, donc ils veulent pas réduire ça. Puis la CAQ, la stratégie, c'est toujours de dire, on coupe la poire en deux. D'un côté, il y a les libéraux et QS qui en veulent plus. On essaie de plaire à tout le monde puis de plaire à personne. Et donc, c'est ça. La CAQ se fonde toujours sur l'idée qu'il faut toujours être entre les deux, avoir la voie mitoyenne entre les deux positions pour représenter le vrai Québec modéré. Mais là, justement, ça se fonde pas sur de vraies études puis des vrais faits. On fait juste dire, nous, on est au milieu, le juste milieu. T'sais. C'est toujours ça la logique de la CAQ. Donc ça, c'est sur là-dessus que se basent les seuils de la CAQ. Et le Parti québécois, dans ce cas-là, je crois qu'il essaye juste de revenir à des seuils historiques. T'sais, dans le temps de René Lévesque, Bernard Landry, Lucien Bouchard, on était plus dans le 20-30 000. Puis ça marchait bien dans ce temps-là. T'sais, dans ce temps-là, ça représentait bien, ça fonctionnait pour l'intégration culturelle, économique. Puis là, c'est sous Jean Charest que ça l'a gonflé à 50 000. Puis là, on essaie d'augmenter ça à 60 000 encore plus. Puis là, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc là, on a un cas concret historique qui montre que quand on était dans des seuils de 20-30 000, ça fonctionnait davantage. Je te dis, Philippe, sur le débat, ça va être à suivre. Là, je te dis, ça va être. On va retourner à l'Assemblée nationale à l'automne, puis le discours va avoir, je crois, complètement changé par rapport au seuil de l'immigration, par rapport à il y a tout juste un an, à l'automne dernier. Je suis curieux de voir ça. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise de sociologie. Merci beaucoup.